Ciné pas très connu, la série cinéma de Chanda et Chignon. Ciné pas très connu. C'est quoi le jeu de mots? C'est pourquoi ciné pas très connu? C'est une série sur le cinéma pas connu. Cinéma, Chanda et Chignon. Chanda et Chignon. Les musiques de films de 1927 à nos jours. Pour mieux appréhender les musiques de films, il convient de les distinguer. Il existe des musiques préexistantes à l'œuvre et celles qui ont été composées spécialement pour celle-ci. On parle alors de musique originale. Au sein de ces dernières, on distingue les musiques de fausses, intradiégétiques, et d'écran, extradiégétiques. La musique de fausse est présente dans l'action filmée et peut, par conséquent, être entendue par les personnages. Par exemple, avant l'attaque d'hélicoptères dans Apocalypse Now, la musique est diffusée dans des haut-parleurs et donc interne à la scène. La musique d'écran, hors champ, ne provient d'aucune source identifiable dans le film. Seuls les spectateurs peuvent l'entendre. Ainsi, les rapports entre la musique et l'image peuvent être polysémiques et complexes. La bande originale peut redoubler le discours cinématographique. C'est le cas des premières musiques originales écrites pour le cinéma, ce que le compositeur Igor Stravinsky qualifie de papier peint. Pour autant, elles peuvent être complémentaires à l'œuvre et à l'inverse agir comme un contre-plan. On peut par exemple penser au générique de Rambo composé par Jerry Goldsmith, véritable ballade américaine, à la fois paisible et nostalgique, qui rompt avec la violence des images. La musique de film est le reflet d'une époque plus que d'un genre. Pourtant, certains courants cinématographiques ont développé une telle identité musicale que l'on reconnaît à la première note le type de film auquel on a affaire. Il s'agit ici de faire la part belle aux bandes originales composées pour le cinéma, en majeure partie hollywoodien, de 1927 à nos jours. Ciné pas très connu. La série cinéma de Chanda et Chignon. La musique est apparue avant la parole dans les films. Elle est notre premier rapport au son par le 7e art. D'une certaine manière, elle est venue renforcer, bien avant la parole, certaines sensations et émotions ressenties par le public. C'est en 1908 que le compositeur Camille Saint-Saëns écrit la première musique originale pour le film L'assassinat du duc de Guise. Toutefois, ce n'est qu'à partir de la fin des années 1920 que la musique originale se démocratise. À l'heure du cinéma parlant, avec le chanteur de jazz en 1927, les bandes originales vont participer pleinement au récit et suivre les grandes vagues du cinéma. La musique de film se fixe dans la bande cinématographique et tient alors une place prépondérante à Hollywood. De grands compositeurs originaires d'Europe de l'Est influencent le registre musical au cinéma. La musique symphonique doit être omniprésente, avec une place importante du leitmotiv. Le compositeur austro-américain Max Steiner, qui a fait King Kong, Autant en emporte le vent ou encore Casablanca, est une figure de cette période et de la culture Mitteleuropa. Au sortir de la Grande Dépression, de nombreuses comédies musicales fleurissent. En parallèle, Blanche-Neige et les Sept Nains, premier long métrage d'animation musicale, symbolise le premier âge d'or des studios Disney, qui a lieu entre 1937 et 1941. Sa bande originale est traduite dans le monde entier. Les années 1930 sont également considérées comme le premier âge d'or du cinéma indien, le cinéma de Bollywood. Dans les années 1940, la composition musicale prend un nouveau tournant. De jeunes réalisateurs arrivent sur le devant de la scène et, avec eux, de nouveaux compositeurs. Bernard Herrmann, pourtant lui aussi issu de la Mitteleuropa, illustre ce changement à travers Citizen Kane en 1942, véritable tournant dans l'histoire de musique de film. Il impose alors un style non mélodique et une orchestration plus grave, tout en accentuant certains procédés comme le leitmotiv. La musique n'accompagne plus seulement l'image, elle sort du cadre. Sa collaboration avec Alfred Hitchcock illustre bien cette transformation. Dans les années 1940-1950, on assiste également à une explosion des comédies musicales américaines. Un Américain à Paris et Chantons sous la pluie, pour ne citer qu'elles. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les musiques de film se renouvellent. Moins omniprésentes, le langage musical se modernise en s'appuyant sur des modèles comme Bartók, Schoenberg et Stravinsky. Elles doivent aussi s'adapter à l'avènement de nouveaux genres cinématographiques qui marquent les années 1950. Tandis que la science-fiction se prête à l'utilisation d'instruments électroniques, d'autres genres comme les films épiques ou la fantasy sont davantage tournés vers des sonorités archaïques. Peu à peu, les genres musicaux se diversifient, à l'instar du cinéma qui devient un terrain expérimental. La musique folklorique américaine s'impose progressivement pour le western, d'abord de manière intradiégétique, puis extradiégétique, grâce à des compositeurs comme Victor Young pour L'Homme des Vallées Perdues en 1953. Le jazz se démocratise au cinéma, avec par exemple Un tramné de mes désirs en 1952. Miles Davis introduit ce genre dans le film noir avec Ascenseur pour l'échafaud en 1957.
Très emprunté par la nouvelle vague, le jazz permet l'émergence de grands compositeurs français comme Michel Legrand, qui collabore avec des cinéastes comme Jacques Demy, avec qui il invente la comédie musicale à la française. Les Parapluies de Cherbourg, film chanté où la musique inspire les dialogues. Le jazz initie de nouveaux genres musicaux, marqueur générationnel pour le grand écran. Le rock'n'roll, avec Graines de violence en 1955 par exemple, ou encore les bandes originales de la Blaxploitation, courant porte-parole d'une communauté afro-américaine, dont les compositions musicales restent incontournables, comme l'album Shaft d'Isaac Hayes pour Les Nuits Rouges de Harlem en 1971. Dans les années 1960, l'arrivée de la pop marque certains changements majeurs. Alfred Hitchcock ne collabore pas avec Bernard Herrmann sur Le Rideau déchiré en 1966. La musique dans les films devient progressivement un outil commercial, comme l'indique le succès des chansons écrites pour le lauréat. C'est la période des compilations. Les musiques de films originales sont moins nombreuses. Toutefois, c'est aussi une période d'expérimentation. Pour La planète des singes, en 1968, Jerry Goldsmith a pour défi de composer des musiques différentes des précédentes en matière de vie extraterrestre. En Italie, de grands noms émergent comme celui d'Ennio Morricone, principalement associé aux musiques de western, à ses thèmes sifflés et à son style à la fois lyrique et nerveux. À cette même période, le chef d'orchestre Nino Rota jongle avec de nombreux instruments tels que la mandoline, l'accordéon ou la clarinette, qu'il introduit dans ses collaborations cinématographiques. La Strada en 1952, la Dolce Vita en 1960, puis 8,5 en 1963, scelle le destin entre le réalisateur Federico Fellini et Nino Rota. Aux États-Unis, les années 1970 marquent la renaissance du film musical, avec le Rocky Horror Picture Show ou Grease par exemple. L'arrivée d'un nouveau système, le Dolby Stereo, permet à la fois de réduire le son et d'accroître la bande passante, ce qui rend davantage justice aux musiques de films. Le système est démocratisé par le film Star Wars, épisode 4, Un nouvel espoir, et son thème principal, incontournable, où la bande originale de John Williams marque le retour de l'orchestre symphonique au cinéma. Dans les décennies suivantes, John Williams s'impose comme l'un des plus grands compositeurs d'Hollywood, travaillant régulièrement avec Steven Spielberg et George Lucas. Il s'illustre notamment dans les années 1980 à travers le cinéma d'aventure. Compositeur de sagas comme Indiana Jones et Jurassic Park, son style marqué par une forte utilisation des cuivres devient une référence pour ce genre cinématographique aux besoins musicaux épiques. Les années 1980 marquent la résurgence du cinéma d'horreur, en particulier avec la naissance du slasher, popularisé en 1978 avec Halloween, La Nuit des Masques. La musique joue alors un rôle essentiel dans la montée en puissance de la tension et la création de l'angoisse, notamment par l'association de tonalités mineures et d'une dissonance. La contrariété des notes produit un sentiment de malaise essentiel à ces films. Jerry Goldsmith parvient à faire monter l'angoisse dans Alien, le 8e passager, en 1979, bien qu'il soit davantage reconnu pour ses musiques de films d'action et de films fantastiques. Durant cette décennie, on remarque également la recherche de nouvelles sonorités. Vangelis, considéré comme l'un des pionniers de la musique électronique, s'illustre à travers ses compositions pour Blade Runner, pour lequel il parvient à unifier les paroles, les bruits et la musique en un continuum sonore. Cela n'empêche pas le succès de musiques de films plus orchestrales, notamment les compositions d'Alan Silvestri qui collabore avec Robert Zemeckis sur la majorité de ses créations, dont la trilogie Retour vers le futur. Au pays du soleil levant, en 1984, le compositeur Joe Hisaishi connaît son premier grand succès en composant la bande originale classique de Nausicaa, la vallée du vent pour Hayao Miyazaki. En 1989, on assiste à un tournant majeur pour les musiques de films. La création des studios Media Ventures par Hans Zimmer. Ces studios, renommés Remote Control Productions en 2003, font naître les bandes originales les plus connues d'Hollywood et permettent l'émergence de nouveaux compositeurs comme Steve Jablonsky, John Powell ou Harry Gregson Williams. L'influence de telles structures sur les musiques des films hollywoodiennes est si conséquente qu'elle est en partie responsable d'une standardisation des bandes originales. On constate une prédominance des musiques d'ambiance et du style électronique qui ont parfois de nettes ressemblances. La bande originale de James Horner sur Titanic est l'une des plus vendues de tous les temps, mais son travail, composé de beaucoup d'emprunts et d'autocitations, est sujet à de vives polémiques. Cela n'empêche cependant pas l'émergence de compositeurs à la personnalité marquée dans les années 1990. Danny Elfman, indissociable des films fantastiques de Tim Burton, est reconnaissable par ses musiques emplies de fantaisie. La montée de la tech noire donne également lieu à des musiques aux tonalités plus avant-gardistes, comme l'illustre le travail de Don Davis sur Matrix en 1999.
Howard Shore, qui travaille régulièrement avec David Cronenberg, compose des bandes originales parfaitement accordées à l'univers lourd et au présent du réalisateur, avec des partitions sombres et dissonantes, pour Le Silence des agneaux ou Seven par exemple. Mais cela ne l'empêche pas de changer de registre en fonction du film, comme pour ses compositions épiques pour la trilogie Le Seigneur des Anneaux. C'est aussi la période du second âge d'or de Disney, pour qui la musique possède toujours une place particulière. Alan Menken collabore régulièrement avec le studio sur ses projets, comme La Petite Sirène, Aladdin et Le Bossu de Notre-Dame. La représentation de la musique cinématographique au XXIe siècle est marquée par une standardisation, mais également contrebalancée par des compositeurs avec une forte personnalité, souvent associés à un genre ou à un réalisateur particulier. En effet, tandis que de grands noms comme Hans Zimmer réalisent des bandes originales marquantes mais assez consensuelles, Inception ou Interstellar, d'autres proposent de nouveaux styles. Cliff Martinez, avec sa musique composée de samples, de musique électronique et d'arrangements orchestraux, s'est notamment fait connaître pour ses collaborations avec Steven Soderbergh et Nicolas Winding Refn. On note aussi le succès de films de super-héros, dont les musiques, certes épiques, sont très standardisées et inspirées des musiques de films d'aventure. Alan Silvestri, connu pour ses musiques de blockbuster, est le compositeur officiel de la franchise Avengers. L'avènement des films de super-vilains et d'anti-héros, avec Joker et Deadpool, pourrait mener les producteurs à prendre plus de risques quant au choix des compositeurs de bandes originales. Pour conclure, l'histoire des musiques de films est si riche qu'il serait complexe de citer toutes les évolutions que celles-ci ont connues au fil du temps, ni même de faire une sélection exhaustive de tous les compositeurs qui ont contribué au succès de certains films à l'échelle internationale. Pour autant, au-delà des bandes originales, la musique au cinéma peut prendre de multiples formes. Certaines musiques préexistantes à l'œuvre sont aujourd'hui indissociables d'un film, Where is My Mind des Pixies avec Fight Club par exemple. Des réalisateurs sont reconnus pour leur sélection consciencieuse de la musique qui correspond parfaitement à ces scènes. Le réalisateur hongkongais Wong Kar-wai prouve avec In the Mood for Love en 2000 qu'il est autant possible de composer entre musique originale et thèmes connus, et fait de sa bande originale une représentation de l'université de la musique. Stanley Kubrick opte pour un répertoire classique, la sarabande d'Handel pour Barry Lyndon et des musiques savantes pour 2001, l'Odyssée de l'espace. Quentin Tarantino est considéré comme le DJ d'Hollywood. Qualifié de véritable digger, il est autant capable d'alterner entre playlists de musique de radio américaine des années 1960 et chansons iconiques de Tupac. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Ciné pas très connu. La série cinéma de Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.